Ma mère a murmuré, « Si tu meurs, nous le fêterons. » Je suis parti sans un mot et j'ai rompu tout contact. Plus tard, leur regret fut trop tardif, car ma vie avait déjà changé à jamais. Son murmure fut mon point final. Je m'appelle Ila, j'ai 31 ans, et j'ai grandi en pensant que mon enfance était plutôt normale. Ce que je ne savais pas, c'est que le ressentiment de ma mère envers ma maladie chronique se transformerait en quelque chose de monstrueux. Lorsque j'ai été hospitalisé après une grave poussée, elle a murmuré 6 mots qui ont tout changé. « Si tu meurs, nous fêterons ça. » Cette nuit-là, j'ai décidé de partir et de ne jamais regarder en arrière. Avant de partager mon histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour suivre d'autres histoires de survie et de guérison. J'ai grandi dans un quartier résidentiel calme du Minnesota, dans une maison bleue avec des boiseries blanches dont mes parents étaient si fiers. De l'extérieur, nous ressemblions à la parfaite famille américaine. Ma mère, Grace, était connue pour sa maison impeccable et son implication dans les événements communautaires. Mon père, Richard, travaillait comme comptable dans un cabinet respectable du centre-ville. Ma jeune sœur Abigail était le portrait craché de ma mère, tant par son apparence que par son tempérament. En tant que jeune enfant, je me souviens de moments de bonheur authentiques. Le petit déjeuner de crêpes du dimanche, la luge en hiver et les barbecues d'été où les enfants du quartier se rassemblaient dans notre jardin. Mais en grandissant, les choses ont commencé à changer. Ou peut-être suis-je simplement devenu plus consciente des dynamiques qui avaient toujours été là. Ma mère était une perfectionniste dans tous les sens du terme. La maison devait être impeccable. Les repas devaient être nutritionnellement équilibrés et délicieux. Et les apparences devaient toujours être maintenues. Rien de ce que je faisais ne semblait jamais répondre à ces normes. Si j'obtenais un A à un examen, elle me demandait pourquoi ce n'était pas un A+. Si je nettoyais ma chambre, elle trouvait le seul endroit que j'avais manqué. Si je portais quelque chose que j'aimais, elle commentait la façon dont cela ne flattait pas ma silhouette. « Ila, penses-tu vraiment que c'est approprié pour l'école ?» demandait-elle, les sourcils levés, alors que je descendais dans une tenue que j'avais mis 1 heure à choisir. « Les gens penseront que nous ne savons pas comment t'habiller correctement. » Mon père était physiquement présent mais émotionnellement absent. Il travaillait de longues heures et quand il était à la maison, il se retirait derrière son journal ou dans son bureau. Il ne contredisait jamais ma mère, ne me défendait jamais lorsque ses critiques devenaient trop dures. Son silence était sa propre forme de trahison. « Ton père travaille très dur pour subvenir aux besoins de cette famille », disait ma mère chaque fois que je lui demandais pourquoi il n'assistait jamais à mes événements scolaires. Le moins que nous puissions faire est de ne pas le déranger quand il est à la maison. En grandissant, la différence de traitement entre ma sœur et moi est devenue de plus en plus évidente. Abigail ne pouvait rien faire de mal aux yeux de notre mère. Ses notes B étaient célébrées tandis que mes notes A étaient attendues. Ses tentatives artistiques étaient fièrement exposées sur le réfrigérateur, tandis que mes dessins plus habiles étaient critiqués pour des défauts mineurs. Elle était l'enfant en or, et j'étais celle qui ne pouvait jamais tout à fait être à la hauteur. Je me souviens d'avoir remporté la première place à un concours d'écriture régionale lorsque j'avais 12 ans. Mon professeur avait personnellement appelé mes parents pour leur dire à quel point ma nouvelle était exceptionnelle. Quand je suis rentré à la maison avec mon certificat et mon prix, ma mère y a jeté un coup d'œil et a dit « C'est bien, Ila. T'es-tu souvenu de sortir le poulet du congélateur comme je te l'avais demandé ?» La même année, lorsqu'Abigail est arrivée 3e à un concours d'orthographe, mes parents l'ont emmené manger une glace et lui ont acheté un nouveau livre en récompense. Le contraste ne m'a pas échappé, même à cet âge. Malgré les critiques subtiles constantes et le manque de reconnaissance, j'ai continué à exceller sur le plan scolaire. J'ai rejoint l'équipe de débat et le journal de l'école. J'ai fait du bénévolat au refuge pour animaux local. Une partie de moi espérait toujours que si j'accomplissais assez, si j'étais assez bonne, mes parents me verraient enfin, me verraient vraiment. C'est à cette époque que j'ai découvert la photographie. Madame Winters, ma professeure d'art de 8e année, a remarqué que j'avais l'œil pour la composition et m'a prêté un vieil appareil photo argentique. Dès le premier instant où j'ai regardé à travers ce viseur, j'ai ressenti un sentiment de contrôle que je n'avais jamais connu auparavant. À travers l'appareil photo, je décidais de ce qui méritait l'attention, de ce qui méritait d'être préservé. J'ai économisé mon argent de poche et d'anniversaire pour acheter mon propre appareil photo numérique à 15 ans. Je passais des heures à me promener dans notre quartier ou dans le parc voisin, capturant des images de choses ordinaires de manière à les rendre extraordinaires, une goutte de rosée sur une feuille,
un couple de personnes âgées se tenant la main sur un banc de parc, les ombres des roues de vélo sur un trottoir ensoleillé. La photographie est devenue mon évasion, ma façon de créer de la beauté dans un foyer où je me sentais de plus en plus invisible. Quand j'étais derrière l'appareil photo, peu importait que ma mère trouve à redire à tout ce que je faisais, ou que mon père ne prenne pas la peine de s'engager avec moi. Tout ce qui comptait, c'était l'image, l'histoire que je racontais à travers mon objectif. Dans ces photographies, je pouvais voir les débuts de ce que je deviendrais. Pas la fille parfaite que ma mère voulait, pas la présence invisible avec laquelle mon père semblait à l'aise, mais quelqu'un avec sa propre vision, sa propre voix, quelqu'un qui voyait la beauté dans des endroits inattendus et avait le talent pour la capturer. Je ne savais pas à l'époque que cette passion ne me fournirait pas seulement un exutoire émotionnel pendant mes années d'adolescence difficiles, mais deviendrait finalement mon salut et mon chemin vers l'indépendance. Mais avant que je puisse trouver cette liberté, les choses à la maison allaient empirer, lorsque ma santé a commencé à se détériorer, préparant le terrain pour des années d'incrédulité, de rejet et, finalement, la trahison la plus cruelle imaginable de la part des personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Cela a commencé par de l'épuisement quand j'avais 16 ans. Pas la fatigue normale de l'adolescence due au fait de veiller tard pour étudier ou socialiser, mais une lassitude profonde que le sommeil ne pouvait pas effacer. Je me traînais hors du lit chaque matin, me sentant comme si je ne m'étais pas reposé du tout. Mes articulations me faisaient mal, surtout aux mains et aux genoux. Parfois, la douleur était une douleur sourde, d'autres fois aiguë et lancinante. « Maman, je ne pense pas pouvoir aller à l'école aujourd'hui », ai-je dit un matin, mon corps lourd de fatigue. Je me sens vraiment malade. Elle a à peine levé les yeux de la préparation des déjeuners. Tout le monde est fatigué. Tu ne peux pas manquer l'école chaque fois que tu n'as pas assez dormi. Qu'est-ce que tu as fait toute la nuit, à envoyer des textos à tes amis? Non, ce n'est pas ce genre de fatigue. Quelque chose ne va pas, elle a soupiré de façon dramatique. Il y a toujours quelque chose avec toi. Prends de l'ibuprofène et va à l'école. Tu as un examen aujourd'hui, tu te souviens? C'est devenu notre nouvelle normalité. Mes symptômes s'accumulaient, mes inquiétudes étaient rejetées. Au fil des semaines, j'ai développé ce que j'appelais un brouillard cérébral. Des difficultés de concentration, l'oubli de choses simples, la perte du fil de mes pensées en plein milieu d'une phrase. Mes notes ont commencé à baisser pour la première fois de ma carrière scolaire. Madame Peterson, ma professeure d'anglais, m'a retenu après la classe un jour. Tes derniers devoirs n'étaient pas à la hauteur de ton niveau habituel. Est-ce que tout va bien? La simple gentillesse d'être interrogé de la sorte m'a fait monter les larmes aux yeux. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi, ai-je admis. Je suis si fatigué tout le temps et je n'arrive pas à réfléchir clairement. Mes parents pensent que j'invente ou que je suis dramatique. Elle a écouté attentivement. As-tu vu un médecin? Cela ne ressemble pas à un stress d'adolescent typique. Ma mère dit que ce sont juste des douleurs de croissance ou que j'essaie d'attirer l'attention. L'expression de Madame Peterson s'est légèrement durcie. J'aimerais appeler tes parents et leur suggérer de t'emmener chez un médecin. Est-ce que ce serait d'accord? Cet appel a conduit à mon premier rendez-vous chez le médecin. Bien que ma mère ait clairement montré son mécontentement. On dépense de l'argent dont on n'a pas besoin parce que tu as convaincu ton professeur qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, a-t-elle dit alors que nous étions assises dans la salle d'attente. Ton père a dû prendre un jour de congé pour ça. Le médecin de famille a écouté mes symptômes, a fait quelques tests de base et a conclu que je souffrais probablement d'anxiété et de dépression. Il a prescrit du repos et de l'exercice, dont la contradiction ne m'a pas échappé. Quand j'ai essayé d'expliquer que les symptômes physiques étaient venus en premier, il a souri avec condescendance. De nombreux problèmes psychologiques se manifestent par des plaintes physiques, en particulier chez les jeunes femmes, a-t-il dit en regardant ma mère plutôt que moi. Essayons quelques techniques de réduction du stress avant de chercher des zèbres quand on entend des sabots. Ma mère a hoché la tête avec satisfaction. C'est exactement ce que je pensais, docteur. Elle a toujours été sensible. Le rejet par un professionnel de la santé a validé la conviction de ma mère que j'exagérais. Pendant des semaines après, toute mention de mes symptômes était accueillie par « le médecin a dit que c'était dans ta tête, Peut-être que si tu passais moins de temps à t'apitoyer sur ton sort et plus de temps à être productive, tu te sentirais mieux. » Mon père, qui avait initialement montré une certaine inquiétude, est rapidement revenu à son schéma de non-implication. « Écoute ta mère, disait-il quand j'essayais de lui parler en privé. Elle sait ce qui est le mieux.
Alors que mes symptômes s'aggravaient, l'attitude de ma mère envers moi s'est également dégradée. Les rendez-vous chez le médecin sont devenus des sources d'agacement évidents. Elle soupirait bruyamment dans les salles d'attente, vérifiait sa montre à plusieurs reprises et se plaignait du coût des franchises et des médicaments qui ne sont probablement même pas nécessaires. C'est mon entraîneur de débat qui m'a finalement mis en contact avec le docteur Harris, un rhumatologue spécialisé dans les maladies auto-immunes. Ma femme a le lupus, m'a-t-il dit doucement après que j'ai dû abandonner un tournoi en raison d'une fatigue extrême. Ce que vous décrivez me semble familier. Le docteur Harris était différent dès le début. Elle me regardait, pas ma mère, lorsque je décrivais mes symptômes. Elle posait des questions détaillées et prenait de nombreuses notes. Elle a ordonné une prise de sang complète et des tests spécifiques que personne n'avait suggérés auparavant. 2 semaines plus tard, nous étions assises dans son bureau alors qu'elle expliquait mon diagnostic, une maladie auto-immune qui nécessiterait une gestion à vie. Votre système immunitaire attaque essentiellement vos propres tissus, a-t-elle expliqué. C'est pourquoi vous ressentez des symptômes si divers. La fatigue, la douleur et les problèmes cognitifs sont tous liés. Alors que je me sentais validée, ayant enfin un nom pour ce qui m'arrivait, la réponse de ma mère a été une incrédulité immédiate. Êtes-vous sûr? Elle a toujours été en parfaite santé avant ça. Les tests pourraient-ils être erronés? Le docteur Harris a été patiente mais ferme. Les résultats des tests sont tout à fait clairs. Il s'agit d'une véritable maladie physique avec des marqueurs mesurables dans son sang. Mais elle est si jeune, a protesté ma mère. Et personne dans notre famille n'a quelque chose comme ça. Les maladies auto-immunes apparaissent souvent à l'adolescence, et les facteurs génétiques ne sont qu'un déclencheur potentiel. Les facteurs environnementaux jouent également un rôle. Sur le chemin du retour, ma mère est restée silencieuse jusqu'à ce que nous nous garions dans notre allée. Puis elle s'est tournée vers moi avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de ressentiment et d'accusation. J'espère que tu réalises ce que cela signifie, a-t-elle dit. Les médicaments, les visites chez le médecin, les aménagements spéciaux, tout cela va être cher et gênant pour tout le monde. Ton père travaille si dur et maintenant ça. À ce moment-là, j'ai compris que, à ses yeux, ma maladie n'était pas quelque chose qui m'arrivait. C'était quelque chose que je faisais à la famille. Alors que la nouvelle de mon diagnostic se répandait dans notre foyer, ma sœur a commencé à prendre ses distances avec moi. Nous n'avions jamais été particulièrement proches, mais maintenant elle me traitait comme si j'étais contagieuse. Ne peux-tu pas simplement essayer plus fort d'être normal, a-t-elle demandé une fois après que j'ai dû annuler une sortie en famille en raison d'une poussée. Tu gâches tout pour tout le monde. Malgré tout cela, j'ai réussi à obtenir mon diplôme de fin d'études secondaires avec mention. Il n'y a pas eu de célébration, juste un laconique, au moins, tu as fini, de la part de ma mère. J'ai décidé de fréquenter le community college local plutôt que d'accepter des offres d'université plus éloignées. C'était en partie dû à des préoccupations financières, mais surtout parce que gérer ma maladie tout en vivant de manière indépendante me semblait écrasant à ce moment-là. Je ne savais pas que rester à la maison pour l'université m'exposerait à des années de plus en plus d'abus émotionnels, alors que le ressentiment de ma famille envers ma maladie grandissait parallèlement à mon besoin croissant de soutien médical. Le pire était encore à venir. Mais aussi la force que je trouverais pour enfin me libérer. L'université a apporté de nouveaux défis et des bénédictions inattendues. Alors que vivre à la maison facilitait la gestion de ma santé à certains égards, cela a intensifié la tension émotionnelle de l'attitude de ma famille envers ma condition. J'ai choisi un emploi du temps qui fonctionnait avec mes niveaux d'énergie, prenant des cours principalement l'après-midi lorsque ma raideur matinale s'était dissipée. Ma mère a considéré cela comme de la paresse. Tout le monde réussit à se lever et à aller travailler le matin, disait-elle en ouvrant brusquement mes rideaux à 7 heures du matin, même les jours où je n'avais pas de cours avant midi. Le monde réel ne va pas s'adapter à ton emploi du temps. Vivre à la maison était une nécessité financière. Mes frais médicaux engloutissaient le peu d'argent que je pouvais gagner grâce à mon travail à temps partiel à la bibliothèque du campus. Même avec une assurance, les franchises, les médicaments spécialisés et les traitements occasionnels s'accumulaient rapidement. Mon père laissait les factures médicales sur mon bureau, une accusation silencieuse. Ce n'était pas que de l'ombre, cependant. À l'université, j'ai trouvé des gens qui m'ont accepté sans jugement. Il y avait Mia, qui me gardait des places en classe les jours où la marche était difficile. Il y avait Eden, qui me conduisait au rendez-vous chez le médecin quand mes parents ne pouvaient pas l'intégrer dans leur emploi du temps. Et il y avait Teresa,
qui a fait des recherches si approfondies sur ma maladie qu'elle connaissait parfois les nouveaux traitements avant moi. C'est ce que font les amis, a simplement dit Teresa lorsque j'ai essayé de la remercier une fois. On est là les uns pour les autres. Quelle révélation c'était. Que prendre soin de quelqu'un ne devrait pas être assorti de conditions ou de ressentiments. La relation la plus importante que j'ai nouée à cette époque a été avec le professeur Jenkins, mon professeur de photographie. Il a reconnu mon talent immédiatement et est devenu non seulement un enseignant, mais aussi un mentor et un défenseur. Tu as une perspective unique, m'a-t-il dit après avoir examiné mon premier portfolio. Tu captures la beauté et la lutte, la dignité dans les moments ordinaires. C'est rare. Quand j'ai expliqué pourquoi j'avais parfois besoin de délais supplémentaires pour mes devoirs, il a hoché la tête pensivement. L'art a toujours été un moyen de transformer la douleur en quelque chose de significatif. Tes expériences te donnent une perspicacité que beaucoup de jeunes photographes n'ont pas. Le professeur Jenkins m'a fait découvrir le travail de photographes qui ont documenté leur propre parcours de santé, me montrant que ma condition pouvait informer mon art plutôt que de simplement limiter mes opportunités. Pour la première fois, j'ai commencé à voir un avenir possible où mon identité n'était pas définie par ce que je ne pouvais pas faire, mais par ce que je pouvais faire de manière unique. À la maison, la situation a continué de se détériorer. Le ressentiment de ma mère se manifestait par l'oubli de mes besoins. Elle oubliait de prendre mes ordonnances, ce qui entraînait des doses manquées et des poussées. Elle programmait des événements familiaux pendant mes rendez-vous de traitement, puis se montrait déçue lorsque je ne pouvais pas y assister. Je ne peux pas suivre toutes tes affaires médicales sans fin, disait-elle. Tu es une adulte maintenant. Prends tes responsabilités. L'ironie d'être sommé de prendre mes responsabilités par quelqu'un qui sabotait activement la gestion de ma santé ne m'a pas échappé. J'ai commencé à demander à mes amis de me conduire à la pharmacie et j'ai gardé une petite réserve de médicaments d'urgence cachés dans ma chambre. Mon père s'est encore plus retiré dans son travail, rentrant de plus en plus tard. Quand il était à la maison, il se plongeait dans la télévision ou le jardinage, n'importe quoi pour éviter la tension qui imprégnait notre maison. Une fois, alors que je l'approchais en privé au sujet du comportement de ma mère, sa réponse m'a brisé le cœur. Ta mère a beaucoup de choses à gérer, Ce n'est pas facile pour elle non plus. Comme si ma maladie était quelque chose que je lui faisais subir plutôt que quelque chose qui m'arrivait. Pendant ce temps, ma sœur Abigail s'épanouissait. Elle a obtenu des bourses, a été élue au gouvernement étudiant et avait une vie sociale active. Ma mère ne se lassait jamais de faire des comparaisons. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? Elle ne trouve jamais d'excuses. Abigail réussit à aider à la maison, même avec son emploi du temps chargé. Regarde comme Abigail est indépendante. Elle ne demande jamais de trajet ou de traitement spécial. Au cours de ma 3e année, j'ai connu une grave poussée qui m'a valu 5 jours d'hospitalisation. Les médecins ont ajusté mes médicaments et ont surveillé ma fonction rénale, inquiets d'une éventuelle atteinte d'organes. Ma colocataire Teresa m'a rendu visite tous les jours, apportant des devoirs et de petits cadeaux pour me remonter le moral. Le professeur Jenkins a envoyé des fleurs avec un mot disant que le département gardait ma bourse. Ma famille m'a rendu visite une fois, pendant exactement 30 minutes. Ma mère a passé la plupart de ce temps à se plaindre des frais de parking de l'hôpital et du fait que mon père avait dû prendre un jour de congé. Ma sœur avait l'air mal à l'aise et n'a pas voulu croiser mon regard. Alors qu'il partait, j'ai entendu ma mère dans le couloir. C'est de plus en plus ridicule. Sais-tu ce que ce séjour à l'hôpital va nous coûter? La franchise de l'assurance seule? La réponse murmurée de mon père. Que pouvons-nous faire? C'est notre fille. C'est un fardeau, Richard. Elle a toujours été difficile, et maintenant ça. C'est comme si elle le faisait exprès. J'ai appuyé sur le bouton de morphine et j'ai laissé le médicament m'emporter loin de leur voix. Malgré tout cela, la photographie a continué d'être mon salut. Je me suis consacré à mes études, développant un style distinctif qui mettait souvent en scène des contrastes entre la lumière et l'ombre, le visible et l'invisible, la force et la vulnérabilité. Mon portfolio en ligne a commencé à attirer l'attention, et j'ai obtenu de petits contrats en freelance pour photographier des événements et créer du contenu pour des entreprises locales. Chaque petit succès ressemblait à un petit acte de rébellion contre les attentes limitées de ma famille pour moi. Chaque paiement pour mon travail allait dans un compte d'épargne secret que j'espérais financerait un jour mon évasion. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention en photographie et médias numériques, ma famille a assisté à la cérémonie, mais est partie immédiatement après,
manquant la réception du département où mon travail était exposé. Le professeur Jenkins a remarqué leur absence. Tes parents ne restent pas pour l'exposition? Tu as 3 pièces dans la vitrine. Ils avaient d'autres projets, ai-je dit, le mensonge amer sur la langue. Il m'a étudié un instant, puis a dit prudemment. Tu sais, il a, un talent comme le tien mérite d'être nourri, et tu mérites du soutien. C'était la chose la plus proche que quelqu'un ait dite pour reconnaître que ce que je vivais à la maison n'était pas normal. Je me suis senti vu d'une manière qui m'a rendu à la fois reconnaissante et insupportablement triste. Ce que je ne savais pas alors, c'est que la pire trahison était encore à venir. Des mots si cruels qu'ils briseraient enfin les chaînes de l'obligation et de la culpabilité qui me maintenaient attaché à une famille qui ne m'avait jamais vraiment accepté tel que j'étais. Des mots qui finiraient par me libérer, bien que le coût de cette liberté serait élevé. À 24 ans, j'avais terminé mes études, mais je restais piégé dans la maison de mes parents, développant ma petite entreprise de photographie tout en gérant mes besoins médicaux de plus en plus complexes. Ma routine quotidienne tournait autour d'un équilibre délicat entre les horaires de médicaments, la conservation de l'énergie et les engagements professionnels. Chaque matin commençait par une poignée de pilules prises avec de la nourriture pour éviter les dommages à l'estomac. Je me reposais pendant 30 minutes pendant qu'elle faisait effet, soulageant la raideur et la douleur suffisamment pour que je puisse prendre une douche et m'habiller. Les bons jours, je pouvais travailler plusieurs heures avant d'avoir besoin de me reposer à nouveau. Les mauvais jours, même les soins personnels de base étaient un défi. Ma mère considérait cette routine avec un dédain visible. Ça doit être bien de traîner toute la journée, commentait-elle, malgré le fait de me voir travailler sur mon ordinateur ou retoucher des photos pour des clients. Quand j'expliquais que je travaillais réellement, elle répondait « Eh bien, ça n'a pas l'air d'un vrai travail pour moi ». La tension dans notre foyer avait atteint un état quasi constant. Mon père s'était essentiellement retiré, ne rentrant à la maison que pour manger et dormir avant de retourner au bureau. Ma sœur, maintenant en 3e année dans une prestigieuse université, rendait rarement visite et me parlait encore moins fréquemment. En mars de cette année-là, j'ai connu une grave poussée qui a temporairement affecté ma mobilité. Mon rhumatologue a prescrit un traitement stéroïdien à court terme et m'a recommandé d'utiliser un fauteuil roulant pendant quelques semaines pour éviter d'autres dommages articulaires. Le premier jour où je suis rentré à la maison avec le fauteuil roulant, la réaction de ma mère a été immédiate et viscérale. Elle a physiquement reculé lorsque j'ai franchi la porte d'entrée. Est-ce vraiment nécessaire? Les voisins vont voir. Le docteur Harris dit que c'est juste pour quelques semaines, pour soulager la pression sur mes articulations pendant que le nouveau médicament fait effet. Elle a pincé les lèvres. Où est-ce qu'on va mettre cette chose? La maison n'est pas aménagée pour ça, il a. Je le garderai plié dans ma chambre quand je ne l'utiliserai pas. Il ne prendra pas beaucoup de place. Ce soir-là, je l'ai entendu au téléphone avec une amie. C'est comme avoir un invalide à la maison. Je n'ai pas signé pour ça. C'est une chose après l'autre avec elle. La réponse de mon père au fauteuil roulant a été de faire comme s'il n'existait pas. Il le contournait comme s'il naviguait autour d'un meuble mal placé, n'offrant jamais son aide lorsque je luttais avec les portes ou les coins étroits. Quand ma sœur Abigail est rentrée pour les vacances de printemps, son embarras était palpable. Elle a annulé ses projets d'inviter des amis, disant que la maison était trop bondée. Quand je lui ai demandé si elle voulait dire à cause de mon fauteuil roulant, elle a évité la question. Ce n'est pas parce que tu es coincé à la maison que je dois l'être aussi, a-t-elle sèchement répliqué. Le point de rupture est survenu lors d'un dîner de famille en avril. Mes parents avaient invité quelques voisins et des collègues de mon père, ce qu'ils faisaient rarement maintenant. J'avais eu une journée particulièrement difficile avec une douleur et une fatigue accrues, mais j'ai fait l'effort de me joindre au dîner, sachant que mon absence ne ferait qu'alimenter le ressentiment de ma mère. Je me suis approché de l'espace laissé à la table de la salle à manger. Mais avant que je puisse me positionner, ma mère est intervenue. « Hila, ne serais-tu pas plus à l'aise pour manger dans la cuisine? La salle à manger est si bondée avec tout le monde ici. » L'implication était claire. Mon fauteuil roulant était une horreur, et par extension, moi aussi. « Je suis bien ici, maman, » ai-je dit doucement, ne voulant pas créer de scène devant les invités. Elle a affiché son sourire social, celui qui n'atteignait jamais ses yeux. « Eh bien, si tu es sûr. Je veux juste que tu sois à l'aise. » Le dîner s'est poursuivi avec une conversation guindée. J'ai remarqué comment mes parents parlaient des réalisations d'Abigail, de la récente promotion de mon père, du travail communautaire de ma mère, tandis que je restais non mentionné,
comme si mon existence était une note de bas de page dans le récit familial. Puis le collègue de mon père a demandé ce que je faisais dans la vie. Avant que je puisse répondre, ma mère a sauté sur l'occasion. Il explore ses options en ce moment. Elle a eu quelques problèmes de santé. Je suis en fait photographe freelance, ai-je corrigé doucement. Je me spécialise dans la photographie d'événements et le contenu de médias numériques. C'est intéressant, a dit la femme du collègue. Avez-vous un portfolio que nous pourrions voir? J'ai commencé à décrire mes projets récents, mais ma mère m'a de nouveau interrompu. C'est plus un passe-temps. Avec sa condition, il est difficile pour elle de s'engager dans un travail régulier. La brûlure familière de l'humiliation m'est montée au cou. En fait, j'ai plusieurs clients réguliers et une entreprise en pleine croissance, ai-je dit, la voix plus ferme maintenant. L'expression de ma mère s'est durcie. Eh bien, ce n'est guère suffisant pour subvenir à tes besoins, n'est-ce pas? Pas avec toutes tes dépenses médicales. Un lourd silence est tombé sur la table. Un des invités s'est éclairci la gorge, mal à l'aise. En parlant de ça, a poursuivi ma mère, apparemment incapable de s'arrêter. Vous ne pouvez pas imaginer le fardeau que représentent ces traitements et médicaments spéciaux. L'assurance ne couvre qu'une partie, et avec les frais de scolarité d'Abigail. J'ai senti quelque chose changer en moi, une plaque tectonique se déplaçant après des années de pression. Sans un mot, je me suis éloigné de la table et je me suis dirigé vers ma chambre, mes mains tremblant d'un mélange de rage et d'humiliation. Derrière moi, j'ai entendu la voix de ma mère, vive et fragile. Elle devient émotive parfois. C'est une partie de sa condition. Maintenant, qui voudrait plus de roast beef? Dans ma chambre, la combinaison du stress, des médicaments manqués, ma mère avait oublié de renouveler une de mes ordonnances, et de la prise de nourriture réduite a déclenché une réaction en cascade. Mon cœur s'est emballé, ma vision s'est brouillée et la douleur a brûlé dans mes articulations. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler quelqu'un, n'importe qui, mais j'ai perdu connaissance avant de pouvoir composer le numéro. Je me suis réveillé avec des ambulanciers me soulevant sur une civière, mes parents debout dans l'embrasure de la porte de ma chambre. Les invités du dîner étaient partis. Thé à basse, pour rapide et filant, a dit un ambulancier à un autre. Possible crise auto-immune. Allons-y, dans l'ambulance, l'ambulancier m'a posé des questions sur mes médicaments. Comme j'étais trop désorienté pour répondre clairement, il s'est tourné vers ma mère, qui avait insisté pour m'accompagner. Madame, quel médicament prend votre fille? Elle a balbutié les noms et les dosages, incapable de fournir les informations qui pourraient aider à me stabiliser. Je ne suis pas au courant de tout ça, a-t-elle dit sur la défensive. C'est une adulte. Elle gère ses propres médicaments. L'hôpital était un tourbillon de lumière vive, de voix urgentes et de sensations aiguës. On m'a diagnostiqué une grave poussée compliquée par une interruption de traitement et une déshydratation. On m'a admise pour surveiller ma fonction rénale et administrer des stéroïdes et des liquides par voie intraveineuse. Tard cette nuit-là, lorsque le service était calme et que j'étais enfin stabilisé, mes parents sont venus dans ma chambre. Mon père avait l'air fatigué et mal à l'aise dans le milieu hospitalier. Le visage de ma mère arborait son expression de martyr, celle qui disait qu'elle endurait encore un autre inconvénient causé par moi. Il pensait que je dormais. J'ai gardé les yeux fermés, trop épuisé pour une autre confrontation. Je les ai entendus se parler doucement. Combien de temps restera-t-elle ici, a demandé mon père. Le médecin a dit au moins 3 jours, a répondu ma mère. Plus de factures, plus de jours de congé. Grace, s'il te plaît. Elle peut entendre. Non, elle est assommée par les sédatifs. Et même si elle pouvait entendre, peut-être qu'elle devrait. Peut-être qu'elle devrait comprendre ce que cela fait à notre famille. Le drame constant, les dépenses, l'embarras de ce soir. Il y a eu une longue pause. Parfois, je pense, la voix de ma mère a encore baissé. Mais dans la chambre d'hôpital silencieuse, je pouvais encore entendre chaque mot avec une clarté parfaite. Parfois, je pense que si elle mourait, on pourrait enfin passer à autre chose. Mon père a eu un hoquet. Grace, tu ne penses pas ça. Elle a eu un petit rire amer. Vraiment? Pense Richard. Si tu meurs, nous fêterons ça. Fini de tirer la famille vers le bas avec tes besoins constants. Fini de vider notre fonds de retraite pour tes traitements. Fini d'expliquer aux amis pourquoi notre fille est en fauteuil roulant au lieu de construire une vie normale.
Le silence qui a suivi a été assourdissant. Je m'attendais à ce que mon père me défende, exprime son choc ou sa colère face à ce que ma mère venait de dire. Au lieu de cela, après un long moment, je l'ai entendu soupirer. Tu es fatigué. On devrait rentrer et se reposer. Pas de, c'est une chose terrible à dire. Pas de, c'est notre fille et on l'aime quoi qu'il arrive. Juste, tu es fatigué. À ce moment-là, quelque chose en moi qui tenait à un fil a finalement cédé. L'espoir ténu que, quelque part sous le ressentiment et la déception, mes parents m'aimaient encore. Cet espoir est mort. Il est mort aussi silencieusement et définitivement que s'il avait été euthanasié. J'ai gardé ma respiration régulière, mes yeux fermés, ne donnant aucune indication que j'avais entendu chaque mot. Mais alors qu'il quittait ma chambre d'hôpital, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie pour toujours. J'allais partir, et je ne reviendrai jamais. La clarté de cette décision était presque euphorique. Pendant des années, j'avais été piégé non seulement par la dépendance financière et les limitations de santé, mais aussi par l'espoir désespéré que ma famille finirait par m'accepter et m'aimer tel que j'étais. Maintenant que cet espoir était éteint, j'ai ressenti une étrange nouvelle liberté. Si ma propre mère pouvait me souhaiter la mort, alors je ne lui devais rien. Ni ma présence, ni ma culpabilité, ni un instant de plus à essayer de gagner un amour qui ne serait jamais donné librement. Allongé dans ce lit d'hôpital, les machines bipant doucement autour de moi, j'ai commencé à planifier mon évasion des personnes qui auraient dû être mes plus grands soutiens, mais qui étaient au contraire devenues ma source de douleur la plus constante. Pendant les 3 jours que j'ai passés à l'hôpital, j'ai formulé mon plan d'évasion avec une clarté et une détermination que je n'avais pas ressenties depuis des années. L'assistante sociale de l'hôpital, Madame Rodriguez, m'a rendu visite le 2e jour pour discuter de mon système de soutien à domicile et a semblé préoccupée par mes réponses vagues. Y a-t-il quelque chose dans votre situation familiale dont vous aimeriez parler, a-t-elle demandé, ses yeux bienveillants étudiant mon visage. J'ai hésité, puis j'ai décidé de tâter le terrain. Quelles sont les ressources disponibles pour quelqu'un dans ma condition qui a besoin de vivre de manière indépendante? Son expression a subtilement changé. Il existe plusieurs programmes qui pourraient vous aider. Envisagez-vous de déménager seul? J'explore mes options, ai-je dit prudemment. À la fin de notre conversation, j'avais des informations sur les prestations d'invalidité, les programmes d'aide au logement et les groupes de soutien locaux pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Madame Rodriguez m'a également donné son numéro direct. Si jamais vous avez besoin de parler ou si votre situation change soudainement, n'hésitez pas à m'appeler, a-t-elle dit de manière significative. Ce soir-là, lorsque ma chambre était vide, j'ai appelé le professeur Jenkins depuis mon lit d'hôpital. Je ne lui avais pas beaucoup parlé depuis l'obtention de mon diplôme, mais il avait toujours dit à ses étudiants de le contacter s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. C'est bon de t'entendre. Ça va? Tu as l'air différente. Je n'ai pas pu me résoudre à répéter les mots de ma mère. Alors, j'ai simplement dit, je suis à l'hôpital et j'ai réalisé que je devais quitter la maison de mes parents le plus tôt possible. J'ai un peu d'argent de côté, mais j'ai besoin d'un endroit temporaire où rester pendant que je cherche un appartement. Je ne demanderai pas si j'avais d'autres options. La pause qui a suivi a été brève. Ma femme et moi avons un sous-sol aménagé avec sa propre salle de bain. C'est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin. Quand veux-tu déménager? Les larmes me sont montées aux yeux. Merci. J'aurai besoin de quelques semaines pour tout organiser. Tout ce dont tu as besoin. Et je suis fier de toi. Après avoir été libéré, je suis retourné chez mes parents avec mon plan fermement en place. J'agirai normalement, ne leur donnant aucune raison de soupçonner que je prévoyais de partir. Pendant ce temps, j'accélérais mon travail en freelance, acceptant autant de projets que ma santé le permettait pour constituer mon coussin financier. J'ai dressé une liste des articles essentiels à emporter avec moi, médicaments, documents importants, matériel de photographie et quelques effets personnels qui avaient une valeur sentimentale. Tout le reste, je pourrais le remplacer un jour. Le moment s'est présenté à la perfection lorsque mes parents et ma sœur ont annoncé qu'ils se rendraient à l'université d'Abigail pour une cérémonie de remise de prix le week-end. Ma mère l'a mentionné nonchalamment au dîner, sans même me demander si je voulais y assister. L'hypothèse que je ne voudrais pas ou ne pourrais pas venir m'a piqué, mais cela a également fourni l'occasion parfaite. Ça a l'air merveilleux, ai-je dit en forçant l'enthousiasme dans ma voix. Abigail mérite cette reconnaissance. Ne vous inquiétez pas pour moi.
Je me débrouillerai seul pour le week-end. Dès que leur voiture a quitté l'allée ce vendredi matin-là, je suis passé à l'action. J'avais déjà secrètement emballé la plupart de mes articles essentiels, les cachant dans des boîtes de rangement sous mon lit. J'ai appelé Eden, qui est arrivé avec son camion en moins d'une heure. « Es-tu sûr de ça, a-t-il demandé alors que nous chargions le dernier de mes biens. J'ai regardé la maison qui avait été à la fois ma prison et mon foyer pendant 24 ans. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. J'ai laissé une brève note sur le comptoir de la cuisine. J'ai déménagé. Je suis en sécurité, mais je ne reviendrai pas. S'il vous plaît, n'essayez pas de me trouver. J'ai besoin d'espace pour guérir. Je n'ai pas mentionné ce que j'avais entendu à l'hôpital. Je n'ai pas énuméré des années de grief ni exprimé de colère. Ces mots n'étaient pas pour eux. Ils étaient pour moi, et je les emportais avec moi dans ma nouvelle vie. Le professeur Jenkins et sa femme Carol m'ont accueilli chez eux avec une chaleur que je n'avais pas connue depuis des années. Leur appartement en sous-sol était petit mais confortable, avec un lit simple, un bureau pour mon ordinateur et une salle de bain avec des barres d'appui que Carol avait installées la veille de mon arrivée. « On veut que tu te sentes chez toi ici », a-t-elle dit en me montrant où ils avaient fait de la place dans le réfrigérateur pour mes aliments diététiques spéciaux. « Aussi longtemps que tu en auras besoin. » Les premiers jours d'indépendance ont été difficiles. J'ai dû trouver de nouveaux médecins, établir des soins avec un rhumatologue local et naviguer dans le système de santé complexe par moi-même. Il y a eu des moments où le fardeau administratif semblait écrasant, surtout pendant les poussées lorsque ma fonction cognitive était affectée. L'argent était rare. Même avec une liste croissante de clients en photographie, la combinaison des frais de subsistance et des frais médicaux signifiait que je devais budgétiser avec soin. J'ai demandé toutes les aides que Madame Rodriguez m'avait recommandées, ravalant ma fierté face à la nécessité. J'ai trouvé un allié inattendu en la personne du docteur Patterson, mon nouveau rhumatologue. Après avoir entendu une version édulcorée de la raison pour laquelle j'avais quitté la maison, elle m'a mis en contact avec une étude de recherche sur ma maladie qui fournissait des médicaments et un suivi gratuit pendant 1 an en échange de ma participation. Vous n'êtes pas la première patiente que je vois qui a dû quitter une situation familiale non solidaire, a-t-elle dit. La maladie chronique peut révéler qui a vraiment votre dos. Progressivement, j'ai établi une nouvelle routine. Les matins étaient consacrés à la gestion médicale et au repos. Les après-midi étaient consacrés au travail de photographie, retoucher des photos, rencontrer des clients, mettre à jour mon portfolio. Les soirées étaient consacrées à un projet de photographie qui se formait dans mon esprit depuis l'hôpital, une série documentant la nature invisible de la maladie chronique. Je l'ai appelé « Ce que vous ne pouvez pas voir ». Chaque image associait un portrait de quelqu'un atteint d'une maladie invisible à des représentations symboliques de son expérience intérieure. Une femme atteinte de lupus photographiée sous une lumière crue que seule elle pouvait voir. Un homme atteint de fatigue chronique montré portant des poids invisibles. Un enfant atteint d'arthrite juvénile avec des mains qui semblaient normales dans un cadre et qui se révélaient douloureuses et enflammées dans le suivant. Lorsque j'ai publié les premières images en ligne, la réponse a été immédiate et écrasante. Des personnes atteintes de maladies chroniques ont partagé les photos, ajoutant leurs propres histoires. Des publications dédiées à la maladie chronique et au handicap m'ont contacté pour des interviews. Un galeriste local a vu la série et m'a invité à l'exposer dans une exposition à venir axée sur le corps et l'identité. Pendant cette période, mon téléphone vibrait régulièrement de messages de ma famille. Au début, ils exprimaient de la confusion, puis de la colère. Mon père plaidait pour que je sois raisonnable et que je pense à ce que cela fait à votre mère. Ma sœur m'a accusé d'être égoïste et dramatique. Les messages de ma mère ont évolué, passant de l'exigence que je rentre immédiatement à la maison à la menace de me signaler comme une adulte vulnérable en danger. Quand cela n'a pas fonctionné, elle est passée à la culpabilité. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous rembourses. J'ai lu chaque message, mais je n'ai répondu à aucun. Chaque texto sans réponse était un petit acte d'autoprotection, une brique dans le mur que je construisais entre mon passé et mon avenir. 6 mois après mon départ, j'ai trouvé un appartement d'une chambre abordable dans un immeuble avec ascenseur, une exigence non négociable compte tenu de mes problèmes de mobilité. C'était petit et avait besoin d'être rénové, mais c'était le mien. Le jour où j'ai signé le bail, j'ai ressenti une vague de fierté si intense qu'elle m'a fait monter les larmes aux yeux. La même semaine, j'ai rencontré Jackson dans un collectif d'artistes local où je photographiais un événement. Il était graphiste spécialisé dans le design accessible,
créant des sites web et des supports utilisables par des personnes ayant divers handicaps. Nous nous sommes liés par notre engagement commun à rendre le monde plus accessible et notre amour mutuel pour le cinéma des années 1970. Voudriez-vous prendre un café un de ces jours, a-t-il demandé à la fin de la soirée. J'ai hésité, pensant à toutes les complications que ma santé apportait aux relations. Je devrais probablement vous dire que j'ai une maladie chronique. Cela affecte mes niveaux d'énergie et parfois ma mobilité. Cela rend les rencontres compliquées. Il a souri. J'ai un cousin atteint de CEP. Je comprends plus que vous ne le pensez. Et si on faisait ça? On prévoit un café, mais si vous n'êtes pas d'humeur à sortir ce jour-là, je vous apporte le café et on regarde un film à la place. Pas de pression de toute façon. Cette simple reconnaissance de ma réalité sans la traiter comme un fardeau a été comme une clé déverrouillant quelque chose en moi. Pour la première fois, j'ai commencé à croire que je pouvais avoir non seulement l'indépendance, mais aussi la connexion, que je méritais les deux. À l'approche de la fin de ma première année de liberté, j'ai regardé le chemin parcouru. D'un fauteuil roulant dans la maison de mes parents, endurant des abus émotionnels quotidiens, à mon propre appartement, une carrière en pleine croissance et les débuts d'une relation basée sur le respect mutuel. Je ne survivais pas seulement. Je commençais à m'épanouir. Ce que je ne savais pas alors, c'est que ma nouvelle stabilité serait bientôt mise à l'épreuve par les tentatives de plus en plus désespérées de ma famille de se réinsérer dans ma vie, des tentatives qui m'obligeraient à définir et à défendre des limites que je commençais à peine à établir. 3 ans ont passé, chaque jour mettant plus de distance entre moi et l'environnement toxique que j'avais fui. Ma carrière de photographe s'était épanouie au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Ma série, Ce que vous ne pouvez pas voir, avait été exposée dans des galeries à travers le pays, et on m'avait commandé des séries similaires pour des organisations de défense de la santé. Mon travail a été présenté dans un grand magazine d'art, accompagné d'une interview approfondie sur mon approche de la visualisation des maladies invisibles. L'auteur a décrit ma photographie comme « d'une honnêteté sans faille mais profondément compatissante », forçant les spectateurs à affronter les luttes invisibles de ceux qui les entourent. J'avais bâti une solide présence en ligne grâce à mon site web et à mes comptes sur les réseaux sociaux, où je partageais non seulement mon travail professionnel, mais aussi mon parcours personnel avec la maladie chronique. J'ai découvert que le fait d'être ouverte sur mes problèmes de santé approfondissait en fait les liens avec mes clients et mes abonnés, plutôt que de les éloigner comme ma famille l'avait toujours laissé entendre. Ton honnêteté fait que les gens se sentent vus, m'a dit mon amie Teresa lorsque j'ai exprimé ma surprise face à la réponse positive. Tu crées un espace pour des conversations qui doivent avoir lieu. Ma relation avec Jackson s'était régulièrement renforcée. Il comprenait sans explication quand je devais annuler des projets à cause d'une poussée. Et il avait un sens intuitif de savoir quand offrir de l'aide et quand prendre du recul pour me laisser maintenir mon indépendance. Ce n'est pas si compliqué, a-t-il dit un jour alors que je le remerciais de sa patience. Je fais attention à ce dont tu as besoin, et je ne le prends pas personnellement quand ces besoins changent. C'est juste du respect de base. 6 mois plus tôt, nous avions emménagé ensemble dans une maison de ville, choisissant un endroit avec un minimum d'escaliers et le modifiant pour l'accessibilité. Jackson a installé des barres d'appui dans la salle de bain, a surélevé les prises électriques pour réduire le besoin de se pencher, et a créé un studio de photographie dans la chambre d'amis avec des surfaces de travail à hauteur réglable. C'est notre maison, a-t-il dit alors que nous disposions les meubles dans le salon. Elle devrait fonctionner pour nous deux. Ma santé s'était quelque peu stabilisée avec un traitement constant et un stress réduit. J'avais encore des poussées et des mauvais jours, mais j'avais développé des stratégies de gestion et un système de soutien qui ne considérait pas mes besoins comme un fardeau. C'est pendant cette période de paix relative que le premier contact de ma famille est arrivé. Je retouchais des photos un après-midi lorsqu'une notification de mail est apparue d'abigailclark@gmail.com. Objet, j'ai besoin de te parler, il a. Ça fait 3 ans. J'ai trouvé ton site web et j'ai vu que tu te débrouilles bien avec ta photographie. J'en suis contente. Les choses à la maison ne vont pas bien. Maman et papa ne sont plus les mêmes depuis que tu es parti. On doit parler. Abigail. J'ai regardé l'écran, mon cœur battant la chamade. Après 3 ans de silence de ma part, ce bref message ressemblait à une pierre jetée à travers une fenêtre. J'ai fermé mon ordinateur portable sans répondre et je suis allé faire une lente promenade dans le quartier, essayant de digérer mes sentiments. Ce soir-là, j'ai parlé de l'email à Jackson. Que penses-tu que je devrais faire, ai-je demandé. Il a réfléchi attentivement. Que veux-tu faire?
Lui parler ne t'oblige pas à renouer avec tes parents. Tu pourrais fixer des limites sur ce que tu es prête à discuter. Après 2 jours de réflexion, j'ai répondu par un bref message acceptant un appel téléphonique, mais en précisant que je n'étais pas prête à discuter d'une réunion avec nos parents. L'appel a été tendu au début, Abigail semblant ne pas savoir comment me parler. Puis les vannes se sont ouvertes. Quand tu es parti, maman était furieuse, a-t-elle dit. Elle n'arrêtait pas de dire que tu étais dramatique et ingrate, que tu reviendrais en rampant quand tu n'aurais plus d'argent. Papa était silencieux comme toujours, mais je pouvais dire qu'il était inquiet. Ils ont dit à tout le monde que tu restais chez des amis pendant que tu recevais un traitement spécialisé. Elle a fait une pause et je l'ai entendu prendre une profonde inspiration. Après quelques mois, quand tu n'es pas revenu ou n'as pas répondu à leurs messages, maman a commencé à blâmer tout le monde sauf elle-même. Elle a blâmé papa de ne pas être plus strict avec toi, tes médecins de te remplir la tête de bêtises sur ta maladie, même moi d'avoir eu plus d'attention que toi. Et que penses-tu, Abigail, ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Une autre longue pause. Je pense qu'ils avaient tort. La façon dont ils t'ont traité était mal. J'avais tort aussi de les suivre. Je ne comprenais pas ta maladie et il était plus facile de croire maman quand elle disait que tu exagérais. Je suis en fac de médecine maintenant et j'ai tellement appris sur les maladies auto-immunes. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où tu souffrais et où aucun de nous ne te croyait. Les excuses que je ne m'attendais jamais à entendre d'un membre de ma famille m'ont fait monter les larmes aux yeux, mais je suis restée prudente. Merci de le dire. Ça signifie beaucoup. Il y a plus, a-t-elle poursuivi. Maman a trouvé ton site web le mois dernier. Elle a vu l'article du magazine. Elle est obsédée par l'idée de te contacter. Papa lui a finalement dit que si sa propre mère ne t'avait pas souhaité la mort, peut-être que tu ferais encore partie de la famille. Mon souffle s'est coupé. Il a entendu ça à l'hôpital. Oui. Il m'a raconté ce que maman a dit cette nuit-là. Il a dit qu'il ne s'est jamais pardonné de ne pas t'avoir défendu, de ne pas être parti avec toi. Après cette conversation, Abigail et moi avons commencé à reconstruire prudemment notre relation par le biais de textos et d'appels occasionnels. J'ai appris qu'elle avait choisi la rhumatologie comme spécialité, en partie inspirée par sa compréhension tardive de mon expérience. 2 semaines après notre premier appel, un email de mon père est arrivé. Contrairement aux messages exigeants de ma mère des années auparavant, le sien était humble et bref, reconnaissant son échec à me protéger et me demandant si je serais prête à le rencontrer pour un café un de ces jours, à tes conditions, quand et si tu es prête. Je n'ai pas répondu immédiatement, en discutant d'abord avec ma thérapeute, le docteur Chen, que je voyais depuis peu après mon évasion. Vous ne lui devez pas de rencontre, m'a-t-elle rappelé. Que espéreriez-vous en retirer si vous acceptiez de le voir? Une conclusion peut-être, ai-je dit, et je veux le regarder dans les yeux quand il expliquera pourquoi il est resté les bras croisés pendant que maman disait ces choses. Nous nous sommes finalement rencontrés dans un café neutre à mi-chemin entre nos maisons. Mon père avait l'air plus vieux que ce à quoi je m'attendais, avec de nouvelles rides gravées autour de ses yeux et de sa bouche. Il semblait ne pas savoir s'il devait me serrer dans ses bras, offrant finalement une poignée de main maladroite. Tu as l'air bien, a-t-il dit, la voix épaisse d'émotion. Tes photos dans ce magazine étaient incroyables. Merci, ai-je répondu, attendant qu'il en vienne au fait. Après de petites conversations sur mon travail, il a finalement abordé ce que nous savions tous deux être le véritable but de notre rencontre. Je t'ai manqué, a-t-il dit simplement. En tant que père, mon travail était de te protéger, et je ne l'ai pas fait. J'ai laissé le ressentiment de ta mère grandir jusqu'à ce qu'il empoisonne toute notre famille, et je n'ai rien fait pour l'arrêter. Pourquoi? Ai-je demandé, la question qui m'avait hanté pendant des années. Pourquoi n'as-tu rien dit cette nuit-là à l'hôpital? Il a baissé les yeux sur ses mains. J'étais un lâche. J'avais passé tellement d'années à éviter les conflits avec ta mère que c'était devenu un réflexe. Au moment où j'ai compris ce qu'elle avait dit, tu étais parti. Il a levé les yeux, ses yeux humides. Ce n'est pas une excuse. Il n'y a pas d'excuse. La rencontre n'a pas abouti à une réconciliation immédiate, mais elle a ouvert une porte à une communication occasionnelle et soigneusement délimitée. Ma mère était une autre histoire. Sa réaction initiale en découvrant mon succès a été de tenter de se réinsérer dans ma vie comme si de rien n'était. Lorsque cela a échoué, elle a essayé différentes tactiques, culpabilité, manipulation et, finalement, menace. Ta mère a appelé la galerie qui expose ton travail,
m'a prévenu un jour Abigail. Elle allait se présenter et faire une scène. Papa l'en a dissuadé, mais elle devient de plus en plus imprévisible. J'ai augmenté la sécurité lors de mes événements et je me suis assuré que mon adresse restait confidentielle. J'ai également consulté un avocat pour obtenir une ordonnance restrictive, bien que j'espère que cela ne serait pas nécessaire. La situation a atteint son paroxysme après que j'ai donné une interview à un magazine de santé dans lequel j'ai brièvement mentionné avoir quitté un environnement familial non solidaire qui avait exacerbé ma maladie. Bien que je n'ai pas donné de nom ni partagé de détails spécifiques, ma mère était convaincue que j'essayais de faire honte publiquement à la famille. Elle a laissé des messages vocaux de plus en plus frénétiques et a envoyé une lettre recommandée menaçant de poursuites judiciaires pour diffamation si je continuais à répandre des mensonges sur mon éducation. Plutôt que de m'engager directement, j'ai demandé à mon avocat d'envoyer une brève réponse factuelle lui rappelant que la vérité est une défense absolue contre les plaintes en diffamation et que j'avais des documents sur son comportement, y compris des déclarations de témoins de professionnels de la santé qui avaient observé ses actions lors de mes hospitalisations. La menace juridique s'est évaporée, mais les retombées émotionnelles ont continué. Ma sœur a rapporté que notre mère avait commencé à réécrire l'histoire, racontant aux parents et amis que j'avais toujours été troublé et instable, qu'elle avait fait tout son possible pour m'aider avant que je ne coupe inexplicablement le contact. Elle le croit maintenant, a dit tristement Abigail. Elle s'est convaincue qu'elle était une mère parfaite pour un enfant difficile. À travers toute cette tourmente, j'ai maintenu mes limites et j'ai continué à construire ma vie. Je me suis concentré sur mon entreprise de photographie en pleine croissance, ma relation avec Jackson et mon travail de plaidoyer pour les personnes atteintes de handicaps invisibles. Chaque succès, chaque moment de joie me semblait être une justification de ma décision de partir. Lorsque Jackson m'a demandé en mariage pour notre 2e anniversaire, me présentant un appareil photo vintage ainsi qu'une bague de fiançailles, j'ai dit oui sans hésiter. Alors que nous planifions notre petit mariage accessible, je me suis demandé si j'inviterais mon père et ma sœur, décidant finalement de les inclure, mais avec des attentes claires sur le comportement et l'exclusion de ma mère de l'événement. C'était une décision douloureuse, mais nécessaire pour mon bien-être. Alors que ma nouvelle vie continuait à se dérouler et à s'épanouir, j'ai compris que la guérison ne signifiait pas faire semblant que le passé n'était pas arrivé. Cela signifiait construire quelque chose de nouveau selon mes propres termes, avec des gens qui m'appréciaient exactement tel que j'étais. À 31 ans, en repensant au parcours des 5 dernières années depuis que j'ai quitté la maison familiale, je suis frappé par la transformation complète de ma vie. La jeune femme effrayée et dévalorisée qui s'était éloignée de cette maison en fauteuil roulant avec quelques affaires et un fragile espoir d'indépendance est devenue quelqu'un dont je suis fier. Mon studio de photographie, Visible Light Photography, s'est imposé comme un leader du portrait inclusif et de l'imagerie militante. Les clients viennent me voir spécifiquement pour ma capacité à capturer la complexité de leurs expériences, qu'ils vivent avec des maladies chroniques ou qu'ils veuillent simplement des photographies qui reflètent leur moi authentique. L'année dernière, mon travail a été acquis par la National Portrait Gallery pour une exposition permanente sur l'évolution de la perception du handicap en Amérique. Debout dans cet espace prestigieux, voyant mes photographies sur ces murs, j'ai pensé à toutes les fois où ma mère avait rejeté mon passe-temps, et j'ai ressenti une justification silencieuse qui n'avait besoin d'aucun public. Mon mariage avec Jackson m'a montré à quoi ressemble un véritable partenariat. Nous abordons mes problèmes de santé en équipe, sans ressentiment ni martyre. Les bons jours, nous faisons de la randonnée sur les sentiers accessibles du parc d'État près de chez nous où nous essayons de nouveaux restaurants en ville. Les mauvais jours, il m'apporte du thé et mes médicaments, puis me laisse de l'espace pour me reposer sans planer ni me faire sentir coupable. Le mariage, ce n'est pas seulement les bons moments, a-t-il dit un jour. C'est être là l'un pour l'autre à travers tout. Ta santé fait partie de toi, pas un fardeau que je tolère. Au fil des ans, j'ai développé de meilleures stratégies pour gérer ma maladie. En travaillant avec le docteur Patterson, j'ai trouvé une combinaison de médicaments qui réduit la fréquence et la gravité des poussées. J'ai intégré le yoga doux et la natation à ma routine, 2 activités qui aident à soulager les douleurs articulaires sans provoquer d'inflammation supplémentaire. J'ai appris à écouter les signaux de mon corps avant qu'ils ne deviennent des cris, à me reposer avant de m'effondrer, à demander de l'aide avant d'atteindre la crise. Ce n'étaient pas des compétences que mon environnement familial m'avait permis de développer. Pas quand chaque aménagement était traité comme une imposition, chaque limitation comme un échec moral. Ma relation avec mon père et ma sœur a évolué en quelque chose que je n'aurais jamais prévu. Nous ne sommes pas proches au sens conventionnel, mais nous avons établi un rapport prudent basé sur le respect continu de mes limites.
Mon père envoie des emails toutes les quelques semaines, partageant de brèves mises à jour sur sa vie sans pression pour plus d'engagement que ce avec quoi je suis à l'aise. Ma sœur, maintenant rhumatologue en exercice, me consulte parfois sur les ressources pour ses patients atteints de maladies similaires à la mienne. La confrontation finale avec ma mère est arrivée de manière inattendue lors du vernissage de ma plus grande exposition solo. L'exposition, intitulée « Résilience », présentait des portraits de personnes ayant surmonté diverses formes d'adversité, associées à des images représentant leur force intérieure. Je parlais avec un groupe de mécènes de la galerie lorsque j'ai senti une tape sur mon épaule. En me retournant, je me suis retrouvé face à ma mère pour la première fois en 5 ans. Elle avait l'air plus âgée, plus petite en quelque sorte, mais j'ai reconnu la détermination de sa mâchoire. A-t-elle dit, sa voix portant cette note d'autorité familière qui me faisait autrefois me recroqueviller. On doit parler. Le directeur de la galerie, qui connaissait mon histoire, s'est rapidement interposé, mais j'ai levé la main. C'est bon. Je vais m'en occuper. J'ai conduit ma mère dans un coin tranquille de la galerie, loin de la foule. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai été surprise de constater que mes mains étaient stables. Comment m'as-tu trouvé, ai-je demandé. Ton exposition a été présentée dans le journal, a-t-elle dit. J'ai suivi ta carrière de loin. J'ai attendu, ne disant rien. Autrefois, je me serais précipité pour combler le silence, pour m'excuser de mon existence, pour la mettre à l'aise à mes dépens. Plus maintenant. Après un long moment, elle a de nouveau parlé, sa voix plus basse. Tu as bien réussi. Les photographies sont. Elles sont très puissantes. Merci, ai-je dit simplement. J'ai suivi une thérapie, a-t-elle poursuivi. Les mots semblant la surprendre même elle. Ton père a insisté après tout. J'ai essayé de comprendre pourquoi je t'ai traité comme je l'ai fait. Je suis restée silencieuse, la regardant lutter pour trouver ses mots. J'ai eu tort, a-t-elle finalement dit, les larmes lui montant aux yeux. Ce que j'ai dit à l'hôpital cette nuit-là, je ne le pensais pas. J'étais épuisée, frustrée et effrayée. Tu le pensais, les jeux corrigeaient doucement mais fermement. Peut-être pas dans tes moments les plus rationnels, mais à ce moment-là, tu le pensais. Et ce n'était pas seulement cette nuit-là. C'était des années à me faire sentir comme un fardeau, comme si mon existence était un inconvénient pour toi. Elle a tressailli, mais n'a pas nié. Je ne sais pas si tu pourras jamais me pardonner. Je ne suis pas sûr de mériter le pardon. Mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant ce que j'ai fait, et je suis désolé, Je suis tellement désolé. Les excuses que j'avais à la fois désirées et cessé d'attendre flottaient dans l'air entre nous. J'ai pris une profonde inspiration, me recentrant sur la personne que j'étais devenue. J'apprécie tes excuses, ai-je dit prudemment. Et je suis contente que tu reçoives de l'aide. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je me suis construit une belle vie. Une vie où je suis apprécié et soutenu. Je ne reviendrai pas à ce que les choses étaient. Je ne m'attendrai pas à ce que tu le fasses, a-t-elle dit doucement. Ta sœur me dit que tu es marié maintenant. Oui. À quelqu'un qui m'aime entièrement, y compris les parties que tu ne pouvais pas accepter. Elle a hoché la tête lentement. Pourrions-nous? Serait-il possible d'avoir une sorte de relation à l'avenir? À tes conditions, bien sûr. J'ai réfléchi à cela. Je ne sais pas. Je ne ferme pas complètement cette porte, mais j'ai besoin de temps pour réfléchir à ce à quoi cela pourrait ressembler. Et ce devrait être avec des limites très claires. Je comprends, a-t-elle dit. Et pour peut-être la première fois de notre relation, j'ai cru qu'elle le faisait. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle s'est arrêtée. Ton travail est vraiment extraordinaire, Hila. Tu as toujours eu cet œil pour la beauté, même quand tu étais petite. J'aurais dû nourrir ça. J'aurais dû te nourrir. Après son départ, Jackson m'a trouvé, toujours debout dans ce coin tranquille. Ça va? A-t-il demandé, son inquiétude évidente. Je vais bien, ai-je dit, réalisant avec une certaine surprise que c'était vrai. Je vais vraiment bien. Dans les mois qui ont suivi, j'ai établi un contact limité et structuré avec ma mère. De brefs appels toutes les quelques semaines, toujours selon mon emploi du temps. Nos conversations restent quelque peu guindées, le poids de notre histoire étant trop important pour être ignoré. Mais il y a une honnêteté croissante entre nous qui n'était pas possible auparavant. La lettre d'excuse de mon père, reçue peu de temps après cette nuit à la galerie,
reconnaissait en détail douloureux son échec à me protéger. J'étais censé être ton refuge, a-t-il écrit. Au lieu de cela, j'ai été le phare qui a regardé alors que tu te fracassais contre les rochers. Je passerai le reste de ma vie à essayer de me racheter pour mon silence. Ma sœur Abigail a peut-être parcouru le plus long chemin dans la compréhension de notre dysfonctionnement familial. En tant que médecin traitant maintenant des patients atteints de maladies similaires à la mienne, elle m'appelle souvent pour me demander comment certains symptômes se ressentent du point de vue du patient. Comment les professionnels de la santé peuvent mieux communiquer l'empathie et la croyance. Je veux être le médecin que j'aurais aimé que tu aies depuis le début, m'a-t-elle dit récemment. Quelqu'un qui écoute d'abord et suppose que le patient connaît son propre corps. Il y a 3 ans, j'ai créé la fondation Visible Light, qui fournit du matériel de photographie et du mentorat à de jeunes artistes atteints de maladies chroniques et de handicap. Nous avons récemment attribué notre 20e bourse à une jeune fille de 16 ans atteinte d'arthrite juvénile qui photographie des spectacles de danse depuis son fauteuil roulant, capturant un mouvement qu'elle ne peut plus expérimenter elle-même, mais qu'elle peut toujours célébrer à travers son article. Travailler avec ces jeunes photographes a été l'aspect le plus guérisseur de mon parcours. Chaque fois que je les vois créer de la beauté à partir de leur douleur, chaque fois qu'ils affirment leur droit d'être vus et entendus, je sens un morceau de mon propre passé se transformer d'une blessure en sagesse. J'ai appris que le pardon n'est pas un moment unique, mais un processus qui n'exige pas l'oubli ou la minimisation du mal. J'ai appris que la famille peut être choisie, construite à partir de liens basés sur le respect mutuel et des soins sincères, plutôt que sur de simples liens biologiques. Plus important encore, j'ai appris que quitter les personnes qui vous font du mal, même la famille, n'est ni égoïste ni dramatique. C'est un acte de préservation de soi nécessaire et, finalement, d'amour de soi. Les mots que ma mère a murmurés dans cette chambre d'hôpital, « Si tu meurs, nous fêterons ça », avaient autrefois le pouvoir de me briser. Maintenant, ce ne sont que des mots prononcés par une femme imparfaite et malheureuse qui ne pouvait pas voir la valeur de sa propre fille. Ils ne me définissent plus ni ne limitent ce que je crois mériter. Si vous regardez ceci et reconnaissez votre propre expérience dans la mienne, sachez ceci. Vous méritez d'être traité avec dignité, quel que soit votre état de santé ou tout autre facteur. Vous méritez un soutien qui ne soit pas assorti de conditions ou de ressentiments. Et si les personnes qui devraient vous aimer inconditionnellement ne peuvent pas l'offrir, il est acceptable de créer de la distance. Il est acceptable de partir. Il est acceptable de construire quelque chose de nouveau. Quelle a été votre expérience avec des membres de votre famille qui n'ont pas pu accepter vos problèmes de santé ou d'autres aspects de qui vous êtes? Avez-vous dû établir des limites ou de la distance pour vous protéger? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si mon parcours a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour entendre d'autres histoires de résilience et de guérison. Et rappelez-vous, parfois, s'éloigner n'est pas abandonner, c'est faire de la place pour que quelque chose de mieux commence. Merci d'avoir écouté mon parcours.